Bon, le café est prêt pour un autre regard sur le monde avec le coup de gueule de Nicolas Bonal. Je suis Gilbert Dawed d'Avatar Édition et notre émission d'aujourd'hui s'intitule Le réchauffement chromatique. Comme d'habitude, avant de commencer, un rappel du triptyque de YouTube et d'Odyssée. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, la cloche des notifications et sur le pouce vers le haut. N'oubliez pas aussi d'intervenir en postant vos commentaires et bien entendu d'acheter nos livres et de faire des dons mensuels ou ponctuels. Et merci d'avance d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Café et on commence. Alors Nicolas, pourquoi le réchauffement chromatique? Réchauffement chromatique, c'est évidemment le jeu de mots avec réchauffement climatique. Je crois que c'est Philippe Béchade qui en a parlé il y a quelques semaines. Philippe Béchade a un blog, enfin un petit Twitter que j'aime beaucoup avant qu'il soit censuré par Breton. J'espère que Breton va tout censurer. J'espère qu'on va avoir l'euro numérique et j'espère qu'ils vont commencer à exterminer les gens parce que j'en ai marre. Il serait temps qu'ils fassent leur travail. C'est comme ce vaccin, il a tué personne, Gilbert. Il faut qu'il fasse son travail. Pour l'instant, c'est nul. Je suis très déçu par les anges démoniaques arimaniens, comme dit mon maître Steiner, qui refusent d'exterminer les humains abrutis qui ne demandent que ça. Qu'est-ce qu'ils foutent? Tu as vu les résultats des élections en Espagne. L'Espagne va être dirigée par les indépendantistes basques, par les indépendantistes catalans, par ceux qui veulent enculer les chiens et par ceux qui veulent enculer les mômes. Moi, on me dit, pourquoi vous ne parlez pas de l'Espagne? Ben voilà, j'en parle pas. J'ai pas besoin d'en parler. Je veux dire, j'en ai rien à foutre du pays où je suis. On est dans un cauchemar. On est dans le monde de Philippe Cadic. Je rappelle le livre de Tatiana. On est dans un cauchemar global. On a vu d'ailleurs que Biden a de très fortes chances d'être réélu. Il n'est donné que 4 points perdants face à Trump. On ne sait même pas si c'est le vrai Trump. Certains disent qu'il a déjà été remplacé. Trump, que c'est un sosie. Enfin, pourquoi pas, de manière. On parle de sosie de Macron, de sosie de Trump. Ça aussi, c'est très dickien. Les présidents sont des sosies, les présidents sont remplacés. Il y a une espèce de maire qui tient dans une ruche. Si Tatiana était là, elle pourrait en parler. Bref, les élections en Espagne, pour moi, du petit lait, L-A-I-D. Ça tombait bien parce que je m'occupe jamais de l'Espagne. Comme je dis toujours, la cuisinière de Flaubert se foutait des actualités. Finalement, elle avait raison. Elle avait compris finalement que c'était le présent perpétuel. Sauf que la prisonnière de Flaubert n'avait pas accès au smartphone. Je présume qu'aujourd'hui, elle serait aussi abrutie que nous qui commentons l'actualité ou que tous les gens qui adonnent. Donc, on a un réchauffement chromatique. On a compris que quand il fait 10 degrés ou 12 degrés, qu'il pleut comme en Bretagne en ce moment, il faut mettre les températures en violet, en violet ou en pourpre, comme la femme pourpre de l'Apocalypse, et on leur dit c'est très chaud, ne sortez pas. Et ça marche, pas se priver. On leur a dit sur le vaccin, sur le virus, vous allez tous mourir, il va y avoir 400 millions de morts rien qu'en France, et ça marche. Pas de problème, moi je veux dire, avec une humanité comme ça, il ne faut pas s'en faire. Donc, on n'a plus un réchauffement climatique, on n'en a même plus besoin, Gilbert. Ils n'ont pas besoin. Bon, on va donner des exemples plus concrets. Moi, j'ai eu moins de 40 degrés tout le temps. Je rassure, comment elle s'appelle, l'idole des jeunes, Sandrine Rousseau, qui est la Sibylle, qui est la mère gérante de la ruche de Hellström, de notre maître à tous, Frank Herbert. On est en plein science-fiction. Et elle a dit 60 degrés, je regrette pas de ne pas l'avoir dit, parce que de toute manière, il faut faire du wake-up. Il fait 15 degrés à Vézelay, comme me dit Antoine, il fait 14 degrés en Bretagne, il fait 18 degrés à Paris. C'est la fin du monde. Il fait très chaud, vous allez tous mourir. Coupez votre air conditionné, même s'il fait 34 degrés comme ici, parce qu'on est quand même dans le sud de l'Espagne. Normalement, il faisait chaud, mais on n'a plus le droit d'avoir chaud dans le sud de l'Espagne. Donc, tu te mets sur un lit et tu coupes l'électricité et tu retiens ton souffle pour sauver le climat. Voilà, jusqu'à ce que tu auras droit à 3 cigales grillées par jour, jusqu'à ce que Klaus Schwab te dit, bon, bah, écoute, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir mettre fin à tes jours qui ne sont que trop comptés. Et comme ça, tout le monde sera content. Et je répète quand même, l'Espagne, on a un gouvernement indépendantiste basque qui a quand même reconnu les 1000 morts de ETA de l'époque. Donc, il n'y a aucun problème et il va diriger avec ça, on s'en fout. On a l'indépendantisme total catalan. Et moi, je me suis dit, bon, c'est ce que je disais à Tatiana tout à l'heure. Si vous aviez laissé le Donbass foutre le camp d'Ukraine, ça aurait été mieux. Il fallait les laisser partir. Regardez le bordel où vous êtes maintenant. Vous avez une guerre qui n'en finit pas. Et même si Poutine ne sait pas ce qu'il veut, on n'a jamais eu trop ce qu'il veut d'ailleurs, Poutine. On n'a jamais su ce qu'il voulait. On pourrait en parler pendant une émission aussi. Le coup de Strelkov, c'est quand même énorme. Le coup de Wagner, c'était quand même énorme. J'ai trouvé que Boris Karpov était beaucoup plus inquiet maintenant sur Poutine et l'arrestation de Strelkov. J'ai trouvé que Batiushka aussi n'était pas très content dans le Sakar francophone de mon ami Hervé, n'était pas du tout content des résultats de l'opération, notamment, c'est le moins qu'on puisse dire, d'un point de vue spirituel, théologique et orthodoxe. Moi, je suis orthodoxe maintenant depuis quelques années, et franchement, j'en suis pas fier. Quand je vois le résultat, ce que ça donne, une espèce de guerre entre frères slaves orthodoxes, il ferait mieux de la fermer. Il y a plein de gens qui parlent, qui continuent de dire « Allez, vas-y Poutine, t'es un dieu, t'es notre dieu, t'as de plus gros suppositoires que les Américains, montre-leur que t'es un homme ». Ça se limite à ça, la propagande pro-Poutine. Moi, je dis attention, on a un résultat lamentable. Et la guerre n'en finira jamais.
Jamais. C'est ce que je dis depuis le début. C'est la guerre orwellienne. Elle est là pour renforcer les élites et pour couper le sifflet et pour couper les ressources au peuple. C'est à peu près tout ce que ça sert, la guerre d'Orwell dans 1984. Oui, Gilbert? Même Alexandre Dugin n'est pas très content. Son dernier article... Non, il est furieux, Dugin. Il a compris. Les résultats militaires auraient pu être excellents. Ils ont été gâchés de A à Z par l'élite politique russe. C'est une évidence. Et on va parler de tout, comme c'est quasiment la dernière émission de l'année. On peut en parler de tout. Donc, et Dugin était aussi furieux par ces espèces d'histoires de coups d'État à droite, à gauche. Il a demandé un ressaisissement. Même Laurence Guillon n'était pas tellement euphorique de voir le début. Moi, je vois pas pourquoi tu dois être content d'avoir tué 300 000 Ukrainiens comme les lecteurs de Réseau International. Calmez-vous, les garçons, quand même. Calmez-vous. C'est des Blancs tués par d'autres Blancs en Europe qui avaient la même religion et qui pouvaient changer de pays. Et donc, tout ça a été créé uniquement par la machine propagandistique, comme je dis, du patriotisme. Moi, je persiste que la catastrophe, je suis exactement comme Stefan Zweig, l'écrivain juif cosmopolite viennois. Maintenant, je pense comme lui totalement. Le patriotisme ou le nationalisme, c'est la pire merde européenne qui soit. La deuxième, c'est le socialisme, comme on a en Espagne ou comme on a en France. Et la synthèse, comme on le sait, c'est le national-socialisme qui n'a apporté que du bonheur à nos frères européens partout en Europe. Donc, c'est tout. Le gars veut pas comprendre ça, c'est pas la peine. Alors maintenant, comme on sait, on a un national-climatisme avec 15 degrés, donc tu mets du violet, 3 degrés, tu mettras de l'orange. Si c'est vert, ça veut dire c'est annulé le vert, ça n'existe plus. Toutes les températures sont maintenant affichées à 60 degrés et plus à la météo de la télé. Ça marche avec les gens. Pourquoi se priver? C'est ce que je dis toujours. On est face à un animal, mais qui est plus con que le termite, l'homme. C'est ça le problème. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on n'aura rien compris du tout. Ce matin, j'ai ma lectrice Amal qui m'a envoyé un texte bouleversant que j'ai mis sur l'être humain. J'en peux plus. Elle dit, mais elle a raison. Le mec est un crétin. Alors, on a un exemple, Génie. Tiens, on va lui dédier l'émission à Génie. C'est une très gentille lectrice, très talentueuse, qui est écrivaine. J'en ai plusieurs. Je suis content parce que j'ai des lectrices douées. J'ai Marie, Anne Grigis, qui est aussi musicienne, j'ai Amal, j'ai Génie. Alors Génie, elle affronte les gens dans les bars. Je ne sais pas comment elle fait. Moi, ça me paraît impossible. Ah, ils sont trop cons, ça n'est pas possible. Oui, elle est courageuse. Elle descend encore un truc. Et tu vois, elle n'est pas comme les gens qui cliquent toute la journée avec des gens qui pensent comme eux, qui ensuite considèrent que c'est eux la France réelle et qui représentent 70% de la population. Donc ça, c'est bien. Donc elle est tombée sur un ingénieur. Le mec lui dit, on crève de chaud, on va mourir de chaud. Elle regarde, elle dit, mais non, il fait 22. Vérifie sur ton portable. Alors il vérifie sur son portable, il fait 22 degrés. Et il lui dit, oui, mais il fait 40 en Espagne. Quel rapport? Je ne sais rien. Il peut faire aussi 40 dans le désert du Sahara, il peut faire 40 en Thaïlande. C'est la saison chaude. Il peut faire 50 degrés dans le Rajasthan où j'ai vécu, j'en ai rien à foutre. Mais le gars a décidé que comme il fait 40 degrés en Espagne, c'est le réchauffement climatique, donc il faut utiliser des moteurs électriques. Comme on sait, il n'y a plus assez d'électricité pour ces moteurs électriques, donc ils vont devoir couper le reste. Tu n'auras plus de frigidaire, tu n'auras plus d'air conditionné parce qu'il faut faire marcher les moteurs électriques. Le mec n'a plus aucune logique. C'est ce que dit déjà Guy Debord en 1987. Le mec ne voit pas plus loin que le bout de son nombril, que ce soit un homme politique ou un électeur. L'électeur est aussi con que l'homme politique. C'est ce que je dis depuis toujours. Donc il n'y a pas de problème. Et comme disait Bernanos, le problème avec le suffrage universel, c'est qu'il faut le déshonorer maintenant. Et en effet, c'est un déshonneur total de voir pour qui ont voté les Espagnols. C'est un déshonneur total. Je rappelle, parce que je suis pas de droite du tout, comme on sait maintenant, ça, alors là, terminé, j'ai tourné la page définitivement. Feijóo, le mec de droite qui dirigeait la Galice avant de se présenter et de rater cette élection lamentablement, a voulu coller 3 000 € d'amende aux gens non vaccinés en Galice. Imagine si Sanchez m'avait menacé pareil. C'est pour ça que moi je dis Sanchez, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais au moins ça n'a pas été la dictature comme en France et ça n'a pas été cette horreur de finalement à la Klaus Schwab d'obliger les gens avec la tyrannie numérique qui se prépare. On en a parlé 10 fois toi et moi avec Thierry Breton à la fin du mois d'août avec la suppression du liquide. Ils peuvent te paralyser ton compte bancaire et tu pourras plus rien dépenser. Ça sera comme dans l'Apocalypse, un beau petit 666, comme ça fera plaisir à tous les crétins qui se gavent de ça depuis 40 ans ou 50 ans, dont moi. Et il dira, ben voilà, tu peux plus rien dépenser parce que tu n'as pas reçu tes 6 vaccins du docteur Bill Gates depuis le début de l'année. Il n'y a aucun problème. De manière, la masse se soumet toujours, il n'y a aucun problème. Et quand la masse se révolte, c'est parce qu'elle est soumise. Maintenant, ça, je l'ai compris. Le problème de la Révolution française, c'est une manipulation de soumission des masses qui ont été capables de commettre tout un tas d'atrocités sans se déranger. Il y a quelqu'un qui a parlé, je crois, c'est chez Robert, mais je suis plus sûr, Robert Stuckers, mon ami de Eurosynergie, qui a parlé du mythe de Cthulhu et de la Révolution française. En effet, on est allé au cannibalisme, on est allé à l'anthropophagie, on est allé au génocide, on est allé à des cérémonies sataniques, on est allé au culte de n'importe quoi, de l'être suprême qui n'est pas l'ensof de l'autre, mais qui est quelque chose de beaucoup plus sinistre. Et ça, finalement,
ça n'a pas secoué spécialement les puces. Hein. Je relisais ce matin Bruckberger, j'adore ce livre-là, sur Lettre ouverte au pape de l'an 2000, quand il a écrit sa lettre à Jean-Paul II en 1980, il a espéré que les Polonais allaient redresser la chrétienté. On a été servi avec la Troisième Guerre mondiale qui se prépare contre la Russie. Bon, enfin, si, Troisième Guerre mondiale, il dit, hein, surprise. Enfin, bref, il dit, la race blanche veut mourir, c'est son problème. Elle a commencé à vouloir mourir dès la fin du 19e siècle et ça s'est accéléré début du 20e. Je vais y revenir avec Rudolf Steiner, à qui j'ai consacré un article hier sur le blog. Et il dit aussi que l'Église, elle n'a pas été très courageuse pendant la Révolution et elle n'a pas été très courageuse en 1940. Et l'Église, elle s'est bien servie de l'Inquisition au XIIIe siècle et elle a créé le monde moderne et les interrogatoires modernes. Il n'est pas très fier d'être catholique, Bruckberger, parce qu'il y en a qui nous font le coup, le Moyen-Âge, le Saint-Esprit, Jeanne d'Arc, Saint-Louis sous un chêne. Il y a un moment, il faut sortir, tu sais, des images d'Épinal et puis on regarde sur le terrain ce qui se passait. Ce qui se passait, c'était pas drôle du tout. Ce qu'ils ont fait au sud de la France en génocidant toute la région toulousaine, c'était abominable. Alors après, maintenant, oui, la mode, c'est la repentance. Moi, le problème, c'est pas la repentance, je m'en fous de la repentance. Ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête les conneries, mais on n'est pas capable. C'est ça qu'ils veulent cette guerre. Là, par exemple, Blinken a dit ce matin, les Ukrainiens ont déjà reconquis plus de la moitié du terrain perdu face aux Russes. Quand on en est à ce niveau de mensonge, c'est extraordinaire. Ils vont jamais arrêter, les Blinken, les néocons, les dibouks, comme dit notre ami Kunstler. Ils vont jamais arrêter. Ils vont continuer d'armer. Il n'a pas l'air d'un mec décidé à s'arrêter, Zelensky. Ça fait un an qu'on nous dit, chez les Philippos, chez les antisystèmes, Zelensky est lâché par les Occidentaux. Il n'est pas lâché du tout par les Occidentaux. Les Occidentaux sont archi-motivés. Ils vont continuer jusqu'au bout là-dessus. Tout comme sur le changement climatique, ils ont décidé d'appliquer toute leur folie. Interdiction des terres cultivables. On a vu ça avec John Kerry. John Kerry, à qui on a fait remarquer qu'il avait un jet qui lâchait 300 tonnes de carbone par heure ou par demi-heure ou par minute dans les airs. Donc, tous ces mecs-là circulent en jet toute la journée. Je me souviens que Bolloré avait fait 6 vols dans une journée l'an dernier. C'était sorti sur Twitter. À la fin du mois, ils te disent, vous n'avez plus le droit d'avoir une bagnole, vous n'avez plus le droit d'avoir l'air conditionné, vous n'avez plus le droit d'avoir un frigidaire, vous n'avez plus le droit de manger de la viande. Vous, on vous emmerde parce que vous êtes pauvres. C'est cette question-là qui devrait se poser en fait au niveau électoral. Maintenant, je suis plutophobe, moi je le reconnais. Les riches d'humanitaire dont a parlé déjà Jack London et dont j'ai parlé dans mon livre Les grands écrivains de la théorie de la conspiration. Jack London dit les riches ont envie de bien faire et donc évidemment la question c'est attention. Quand un riche veut s'acheter un yacht ou veut s'acheter une villa, moi je m'en contrefous. À partir du moment où il veut altérer totalement ma manière de vivre jusqu'à la mort, la menace devient réelle. La grande menace, comme pour reprendre le titre d'un film très célèbre et très génial avec Richard Burton et notre ami Lino Ventura. Donc on est avec cette histoire de réchauffement chromatique au fond du caniveau intellectuel. On est au fond du caniveau mental, moral, et on a eu la crise sanitaire, la crise... tu as vu que Klaus Schwab a dit qu'il allait imposer mondialement des solutions de type chinois pour la prochaine épidémie. J'espère que ça va marcher comme sur des roulettes. Sinon, ça me désolerait des gens, franchement. Ce matin, Béchade a mis sur son Twitter le gars de France Inter. France Inter, c'est Julien Pain in the Ass. Il avait interviewé Klaus Schwab pour lui demander de dénoncer les théories du complot et de les démentir. Parce que Klaus Schwab, comme on sait, n'a jamais parlé de grandes recettes, n'a jamais parlé de confinement, n'a jamais parlé de mettre fin à tout un tas de consommations chez les petites gens, comme toi et moi, et comme 99% de la population de la planète. Klaus Schwab est innocent comme l'enfant qui vient de naître, comme Harari. Donc, le brave Julien Pain a reconnu qu'ils avaient eu tort d'affoler les gens pendant le Covid et que le gouvernement avait traité les gens comme des imbéciles, comme des cons, il a dit. Il a été immédiatement accusé d'être complotiste et d'avoir rejoint la complosphère. On remarque d'ailleurs que maintenant, ce qu'on appelle les fact-checkers, c'est de simples commissaires politiques de type nazi ou bolchevique. Ça risque d'aller encore plus loin que ce que ça a été. Parce que, comme je disais, pour créer une élite, NKVD, Gestapo, etc., il faut pas mal d'années. Ça n'arrive pas en 6 mois. Il faut les créer, il faut les conditionner, puis on y arrive en France, il n'y a aucun problème. Et ailleurs aussi. Et donc, on a arnaqué les gens sur cette histoire de Covid. Maintenant, on va les arnaquer. On les a arnaqués sur l'histoire de la guerre. Et puis maintenant, on les arnaque dans la série, on va mettre la pâté russe. Et puis maintenant, on les arnaque sur l'affaire climatique. Et manque de bol pour le système, il n'y a pas un été très chaud, surtout maintenant, ça va refroidir, ils vont avoir de la pluie. Mais enfin, c'est pas grave, puisqu'on a le réchauffement chromatique. Il suffit pour les 90% de population qui ont plus de 75 ans, qui font 300 heures par jour sur BFM, de leur montrer un truc violet avec 14 degrés dessus et dire
Vous voyez, c'est de la canicule. Et notre ami de Échelle de Jacob reprenait un texte de Giberti, je crois, qui était assez amusant, sur la canicule asymptomatique. Donc, tu as la maladie qui tue pas, tu as le virus qui tue pas, tu as maintenant la canicule qui tue pas, ou alors non, la fausse canicule. Quand il n'a pas arrêté de pleuvoir début juin, Libération a titré que c'était un épisode de la sécheresse. Quand on en est à ce niveau-là, c'est quand même pas mal. Alors après, on va me dire, oui, mais personne ne lit la presse, c'est pas vrai. Tout le monde lit la presse, surtout que c'est gratuit, souvent sur Internet. Tout le monde lit les journaux et dans le niveau anti-système, très peu de gens nous suivent. Je vais donner un exemple parce que quand j'étais dans ce qu'on appelait l'extrême droite dans les années 90, en fait, on était essentiellement des anti-systèmes de droite, Serge et moi. Serge de Beketch. Une fois, Serge reçoit un coup de fil de Hardisson. Il le met avec le son là pour que je puisse l'écouter parce qu'il savait que je connaissais Thierry, qui était assez politiquement correct à l'époque. Enfin, tout le monde l'a été plus ou moins dans sa jeunesse, hein, comme disait Mitterrand, les frontières sont poreuses. L'autre lui dit voilà, j'ai lancé un magazine qui s'appelle Froufrou suite à l'émission des quelques connes là autour de Christine Bravo. Et puis je suis pas content, je n'ai que 200 000 lectrices. Alors Serge lui dit mais moi j'en ai que 3 000. Oui mais toi t'as des gens intelligents, moi je m'adresse à des cons. Et alors c'était de un sens, c'est-à-dire que Thierry aurait voulu avoir 300 000, parce que c'est ça la réalité du système, ce que j'arrête pas de répéter. Mbappé a 30 fois plus d'auditeurs que Philippot, et quand Philippot parle des menaces sur nos libertés, les gens n'en ont rien à faire. Les gens n'ont rien à faire. Si tu leur dis, écoutez, bon, maintenant vous sortez plus la voiture tel jour, vous faire, ils accepteront comme ils ont tout accepté. Ça fait des années que dans un tas de villes, tu dois payer pour circuler, et ça fait des années qu'on te taxe à Londres ou ailleurs si tu veux circuler en bagnole. Et de toute manière, les gens ont toujours tout accepté. Je ne vois pas pourquoi ils vont renoncer aujourd'hui. Et quand on veut les conditionner pour avoir plus d'étatisme, comme dit Bernanos, on leur dit faites une révolution. En fait, c'est ça une révolution. C'est essentiellement mobiliser des foules pour réclamer un gros changement social qui amène une plus grosse mobilisation étatique. Même Marx s'en est rendu compte dans son meilleur texte pour moi, qui est le 18 Brumaire de Napoléon, où il explique très bien la société moderne, surtout à partir du modèle français dont j'ai parlé 25 fois dans mon exception française. Même Marx le dit, tous les partis politiques n'ont fait que renforcer la machine étatique et essentiellement, il s'agit de contrôler cette machine étatique et de se remplir les poches avec. C'est ce que font les socialistes en Espagne et c'est ce que font les socialistes en France depuis Mitterrand, en tenant compte que les gaullistes ont toujours été une vision de l'histoire. La droite n'a jamais existé en France, c'est ce que j'ai appris grâce à Berkoff dans son livre La Reconquête. Pendant 20 ans, les gaullistes au pouvoir à partir de Gaulle ont fait du social, ont fait du supermarché, ont fait de l'autoroute, ont fait des villes nouvelles, on fait venir de l'immigration, on fait de l'étatisme à tout crin, et comme dit André, ils ont fait du français un assisté. Je rappelle que j'ai expliqué tout ça à partir du cinéma. J'ai considéré que la plupart des gens connaissent les films de Claude Chabrol, même si plus beaucoup, que les gens connaissent peut-être Jacques Tati, que les gens connaissent peut-être Jean-Luc Godard, on ne sait jamais, et que donc ils peuvent comprendre qu'à partir des années 60, s'est mis en place un système technocratique, bureaucratique, mondialisé, européo-américanisé, qui s'est passé sous De Gaulle avec toutes ses rodomontades sur le souverainisme, mais c'est toujours comme ça que ça se passe, hein, il ne faut pas se priver. Qu'on est arrivé en quelques années à ce que disait Péricard, la France défigurée, mais qu'ensuite on est arrivé aussi à un citoyen beauf, américanisé, complètement soumis, le peuple nouveau dont parle Macron, mais qui existe déjà depuis les années 60 et qu'on a surconditionné progressivement ce citoyen en fonction des moyens médiatiques dont on disposait. De Gaulle disait je me fous que la presse soit pas pour moi parce que j'ai la télé. Bon ben Macron il a la télé pour lui et Macron est encore plus fort que De Gaulle parce qu'il a toute la presse pour lui. La presse elle est achetée, on le sait tous, à 600 millions d'euros maintenant en France par Macron. 16 millions pour le Figaro, 5 millions pour Libération, 6 ou 8 millions pour Le Monde. Et on sait que Bill Gates paye le reste. Bill Gates est tellement riche, il a tellement de milliards d'euros qu'il peut se payer de la presse mondiale. On a vu d'ailleurs que tous ceux qui nous disent d'acheter de l'or une fois de plus se plantent, c'est ce que je dis aussi depuis des années. L'or ne bouge pas, l'or est un piège à con depuis le début. En plus, il est inutilisable et il est contrôlable. L'or t'enterre. Par exemple, tu achètes une pièce d'or, c'est la pièce d'or qui t'enterrera. Hein. Ça, c'est exactement vu par Balzac dans Le Père Grandet quand il dit à sa fille « Mets-moi la pièce d'or dans la main, ça me réchauffe ». Et Balzac dit c'est le christianisme, la religion des avares. Là-dessus, on est bien d'accord. La mise en place donc de cette société technocratique, bureaucratique, cybernétique, elle a été dénoncée aussi à l'époque par Guy Debord. Et en effet, on voit que en marge des infos, il y avait une petite série qui prenait de plus en plus de place, c'était la météo. J'en ai parlé 25 fois avec Flaubert, qui parle des premiers orages qui nécessitent l'intervention du préfet. C'est assez marrant hein, comme histoire. Un simple orage hein, à Rouen. En 1853, il en parle à Louis Collet. C'est à cette époque qu'on a créé les services météo, au moment de la guerre de Crimée, déjà, avec notre sacro-sainte Russie. Et on a progressivement tenu les gens. Moi, je vois que, par exemple, quand je suis arrivé en Espagne, je voulais savoir la météo. Il fallait attendre 4h20 tard hein, quand même. Hein. 3h le
journal télé, 4 heures la fin du journal télé, 20 minutes de pub, entre 4h20 et 4h30. Bon, bah, tu fais 1 minute d'Internet. À l'époque, j'avais pas Internet à la maison, je le rappelle, parce que je suis ontologiquement contre Internet. Mais c'est pas grave. Donc, maintenant, c'est devenu une arme de destruction massive, la météorologie, de destruction psychologique, un moyen d'affoler les gens. Et après, comme disait Julien Pain, je vais reprendre sa formule, le complotiste de France Inter qui va perdre son job, j'espère. Il a dit, on affole les gens, ensuite on essaye de les rassurer. Évidemment, on les rassure avec des fausses solutions. La voiture électrique ou l'éolienne. On va pas faire tout et moi le procès de l'éolienne, ça sert à rien, ça sert à rien. On a 10 bouquins écrits par des politiciens, par des gens beaucoup plus scientifiques et savants que toi et moi réunis sur ces domaines, pour nous expliquer que l'éolienne, c'est dangereux, ça pollue, ça assèche le climat, que c'est une catastrophe à tout point de vue. En Écosse, je lisais l'autre jour dans l'échelle de Jacob, ils ont coupé 17 millions d'arbres. C'est pas mal pour des écologistes. Moi, je dis, il est comme ça, je suis trop heureux, c'est fantastique. Et la masse, de toute manière, elle s'en fout. Elle a vu qu'il fait 16 degrés, mais que c'est une canicule asymptomatique. Et qu'ensuite, on a un Boris Cyrulnik et pas Karpov qui va rappliquer pour dire qu'il faut être résilient par rapport à cette canicule climatique de 16 degrés et que comme un taureau dans l'arène, puisque c'est la journée de l'Espagne avec les merveilleuses élections qu'on vient d'avoir, et que comme un taureau dans l'arène, on leur fout un bandeau rouge ou un bandeau violet et ils vont dire merde, c'est la fin du monde, vite qu'on me coupe l'électricité, qu'on me coupe l'air conditionné, qu'on me coupe la bouffe, que je m'allonge, que je bouffe mes 3 grillons et que j'attende la fin de la canicule en étant bien sage et en écoutant Tartine Rousseau qui fait du wake-up psychologique en disant qu'il fait 60 degrés n'importe où maintenant. Moi, je reviens toujours au classique, le reste m'emmerde. On me demande, mais pourquoi vous ne citez pas Youssef Indy ou Alain Soral? Non, je suis désolé, je cite Tocqueville et je cite Balzac. Moi, c'est comme ça. Et là, on va citer Don Quichotte, les moulins à vent, et il se casse la gueule contre un. Donc, il avait tout compris, Cervantes. Il y a un problème. Chez Don Quichotte, il ne faut pas oublier que ça se passe au XVIIe siècle. On a le père de l'ancien ministre nul de l'économie et commissaire européen Moscovici. Le père était brillant et il avait fait un livre qui s'appelait Civilisation mécanicienne. En fait, métaphoriquement, le moulin de Don Quichotte, j'avais écrit un article jadis dans Famille chrétienne à ce sujet, le moulin de Don Quichotte symbolise l'avènement de la civilisation mécanicienne par rapport aux 20 rêves de gloire chevaleresque de l'autre. En fait, c'est l'avènement de la machine. Et la machine aujourd'hui va nous dire, quoi faire, elle va nous dire quand il faudra s'arrêter de vivre, et c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Ils sont en train d'imposer ça partout, là. Il m'emmerde tellement sur mon ordinateur avec tous les matins Bill Gates et son Microsoft que je vais sans doute arrêter complètement. Dès que j'aurai fini le dernier livre, l'Apocalypse Walk, que Tatiana va me publier d'ici 1 ou 2 semaines, avec les textes de mes lectrices préférées, Marie, Génie et Amal, que je salue, eh bien, on va avoir donc un triomphe de la machine sur l'homme qui se profile depuis le XVIe siècle. On a un auteur à citer qui s'appelle Pierre Thuillier, qui est un très grand historien des sciences et qui a écrit un livre sur l'effondrement de l'Occident, qu'il avait prédit pour le début des années 2000, et il dit l'Occident s'est complètement gouré sur ce qu'il est. Et en fait, l'Occident est totalement déspiritualisé, l'Occident est totalement oxydé, l'Occident est totalement mécanisé, et il croit déjà en l'homme-machine depuis le XVIe, XVIIe. Nous, on le sait, parce qu'on a lu Guénon, on a lu des auteurs traditionnels, heureusement pour nous, ou au Fritjof Schuon. D'autres ne le savent pas. Mais là, ils vont avoir de quoi jouir avec la mise en place du grand recette, avec l'euro numérique, avec les censures de notre frère 3 points Thierry Breton, et avec le triomphe des idées mécanicistes de la quasi-totalité des gens aujourd'hui, puisque finalement, le gars se laisse conduire à l'abattoir, non pas comme un mouton, mais comme un robot. Ici, on a plutôt l'impression que ça serait un robot usagé. Et vous êtes trop vieux maintenant, on va vous dégager dans les abattoirs. Je disais à ma femme, il faudrait qu'on fasse un livre sur Philippe Cadic et le cinéma, mais alors pas le cinéma de science-fiction. C'est ma femme qui m'a fait remarquer que 7 ans de réflexion avec Marilyn Monroe, c'est une histoire de Philippe Cadic. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est exactement ce que j'ai raconté dans Destruction de la France au cinéma. On a un avènement mécaniciste, typographique, médiatique et cybernétique dans les années 60, c'est mondial, hein, c'est pas spécifique au gaullisme à l'époque, même si la France a été comme toujours aux avant-gardes, notamment avec la construction des villes nouvelles. Je rappelle qu'on a tourné Brasil, le fameux chef-d'œuvre des années 80 de Thierry Gilliam, qu'on l'a tourné à Marne-la-Vallée, dans la cité Abraxas de Ricardo Bofill, qui était catalan. Donc, le monde est petit. Mais on arrive à un système où on a complètement mécanisé tous les rapports humains et on a conditionné comme une machine le gars avec ses histoires climatiques. Et tout ça, finalement, ne dérange plus personne. Donc, comme je disais à ma femme, il faudrait faire un petit livre où on expliquerait plein de films des années 50, 60 ou même plus récents, uniquement par rapport à la science-fiction. Le décor semble normal, mais la situation ne l'est plus du tout. Le décor, c'est un fond vert ou un fond bleu, comme tu le sais maintenant au cinéma. Oui, donc, on s'en fout. Tu peux mettre quelqu'un dans le décor de
comme dans Matrix, tu peux mettre quelqu'un dans un décor, ce décor n'existe pas, il n'existe que dans la tête de celui qui croit que ce décor existe, mais la réalité est ontologiquement cauchemardesque, ontologiquement fasciste, ontologiquement mécaniciste. Un gars qui en a très bien parlé, c'est l'auteur de Dark City, qui est un véritable chef-d'œuvre, Alex Proyas. Et Alex Proyas, qui est copte d'ailleurs, un copte égyptien qui est né en Australie et qui était sans doute le plus grand talent du cinéma, puis après, malheureusement, c'est un peu gâté à cause d'Hollywood. Mais Proyas a dit, il faut vivre avec la paranoïa positive. J'aime beaucoup l'expression parce que souvent on me dit, vous déprimé, c'est pas sympa. Pas du tout. Moi, je pratique la paranoïa positive. Il s'agit d'une paranoïa de survie, il s'agit de se méfier de ce qu'on a autour de soi et des gens qu'on rencontre et de ce qu'on nous fait vivre au quotidien. Dans les gares à Madrid, il y avait 20 000 personnes qui ont été bloquées, sans doute sur ordre socialiste, parce qu'il fallait gagner des voix à tel ou tel endroit. Donc, ils se sont pas emmerdés, ils ont bloqué les voies et les gens se sont retrouvés à pied par 40 degrés ou bloqués pendant des heures à pas pouvoir voter. Ne va plus voter ou alors maintenant on te fera voter par le numérique. C'est pour ça que je suis pas très optimiste moi sur les chances de Trump l'année prochaine. Si c'est toujours Trump et pas son sosie, je suis pas très optimiste sur les chances de Trump face à Biden. Je vois très bien Biden repasser les doigts de pied en éventail et continuer de caresser les petites filles. Je rappelle donc deux bouquins. Philippe Cadic, ma femme, qui a tout lu, ce qui est très rare de dire tout, et elle l'a mis en application avec ce qu'on est en train de vivre, en recette. Donc je pense que le livre est absolument passionnant. On en vend, mais pas assez, je trouve. Et celui-là qui est très bien parti, parce que je crois que les gens n'avaient pas pensé au sujet. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, le cinéma, même si c'est un outil de propagande, même si ça sert des intérêts, il montre quelque chose qui existe et la vérité sort. La télé, le journal télé ment surtout, invente tout. Ça, c'est clair et c'est net. Le cinéma a un fond de documentaire. Tu es obligé de filmer une plage, tu es obligé de filmer une cité, tu es obligé de filmer une ville nouvelle. Bon, tu vois après que le pays n'existe plus. Donc, il faudrait peut-être se poser des questions. Puis, deuxième génération, dans les années 70, la génération Pompidou, le français n'existe plus. Ça devient un beauf, ça devient une machine à sexe, ça devient une bombe sexuelle, ça devient un loupard, ça devient un voyou. C'est tout ce qui a été décrit par l'autre dans l'affreux film Les Valseuses et dans tout un tas d'autres films de l'époque qui montrent l'effondrement total du pays. L'effondrement du décor urbain classique, traditionnel et la mise en place de la société cauchemardesque cybernétique, c'est vraiment les années 60, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, c'est le début de Mélodie en sous-sol avec Jean Gabin quand on lui explique que sa rue n'existe plus. C'est Alphaville, évidemment, de Jean-Luc Godard ou Playtime qui montre l'américanisation totale au temps de De Gaulle, alors que son régime prétendait mettre fin, sans rire, à l'impérialisme américain. Voilà, mon cher Gilbert. Oui, écoute, le mot de la fin, donc, ça va être pour cette saison Paranoïa positive de Nicolas. Oui, Paranoïa positive. Vive Alex Proyas, vive les coptes égyptiens nés en Australie. Bon, Bonal et Daoued, c'est fini pour cette saison. Merci et à la prochaine. Pour cette saison, mais j'ai tellement de choses à dire.